Bonjour et bienvenue en direct de notre émission depuis les studios de Radio B à Bourg-en-Bresse. Je m'appelle Nathanaël. Bonjour, je m'appelle Colline et on est élève en 4e C au collège de Luppe de Morvel-en-Bresse. Aujourd'hui, nous allons vous parler des droits des enfants, du texte à la réalité. Premièrement, on va écouter la chronique de Rose et Charlotte qui vont nous expliquer qui a rédigé les droits de l'enfant. Bonjour, moi c'est Rose. Bonjour, je suis Charlotte. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer d'où viennent les droits de l'enfant. Mais d'abord, qui a mis en place ces droits ? C'est l'Assemblée générale des Nations unies. Ils datent de quand ? Les droits de l'enfant ont été adoptés le 20 novembre 1989. Pourquoi aussi tard ? Parce qu'avant, les enfants n'étaient pas considérés comme aujourd'hui. Beaucoup n'allaient pas à l'école. Certains devaient travailler entre 12 et 15 heures par jour. Il a fallu des dizaines d'années pour que l'enfant soit reconnu comme une personne à part entière avec des droits. Et comment peut-on connaître ces droits ? Il est écrit dans un texte officiel, la Convention internationale des droits de l'enfant. Elle repose sur 4 principes fondamentaux. Lesquels ? La non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, la survie et le développement comme le droit à une famille, à un logement ou à l'école, et la participation de l'enfant. Est-ce que ces droits sont respectés partout dans le monde ? Il est reconnu par 196 pays qui ont adopté la Convention internationale des droits de l'enfant. Par exemple, les États-Unis ne l'ont pas adopté. Est-ce qu'il existe une association pour défendre ces droits ? Oui, il existe une association appelée UNICEF. Elle aide les enfants en difficulté et veille au respect de leurs droits. Merci de nous avoir écoutés. Nous remercions Rose et Charlotte pour cette chronique. Corentin Caplier-Diez, chargé de mission à la Maison des droits de l'enfant de Bourg-en-Bresse, nous a fait le plaisir de répondre aux questions de Alizé et Eva. On les écoute. Vous écoutez Radio B. Bonjour, merci d'accepter de répondre à nos questions sur la Maison des droits des enfants à Bourg-en-Bresse. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les droits d'un enfant ? Bonjour, alors les droits d'un enfant, il y en a beaucoup. Les droits de l'enfant donc, sont rédigés dans la Convention internationale des droits de l'enfant qui date de 1989, qui est à ce jour le texte le plus signé par le plus de pays au monde. Et ce texte-là, il comporte une 50aine d'articles. À chaque fois, ça aborde des droits différents. Donc, on peut dire qu'il y a une 50aine de droits. Après, il y en a des plus connus, des moins connus. Si j'en cite 2-3, il y a le droit à l'éducation, le droit à avoir une famille, le droit de s'exprimer, de participer. Voilà. Est-ce qu'il y a des droits plus importants que d'autres ou ils sont tous au même niveau ? Au niveau judiciaire, légal, on va dire, ils sont tous au même niveau, ils font tous partie du même texte. Après, ça peut être selon les valeurs des gens. Il y en a qui vont peut-être accorder plus de valeur à un droit par rapport à un autre. Moi, dans l'association où je travaille, les Francs-Adelins, on essaye de défendre le plus possible le droit à la participation et à l'expression des enfants et des jeunes. Donc, c'est qu'ils puissent s'exprimer, donner leur avis dans tous les espaces qu'ils occupent, que ce soit à l'école, au centre de loisirs, quand ils partent en colo, quand ils sont dans leur club sportif, qu'on les écoute et qu'on respecte leurs avis. Pourquoi les enfants ont-ils des droits spécifiques ? Est-ce que c'est pas les mêmes que les adultes ? Si on a fait cette convention internationale à l'époque, c'était parce qu'on partait aussi du constat que les adultes ont tendance à moins accorder de droits aux enfants. Je ne sais pas si vous ramenez de mauvaises notes à l'école, il y en a peut-être d'entre vous qui seront punis, on leur enlève le téléphone, on leur enlève la console. Bon ben voilà, si votre parent travaille mal, est-ce qu'on viendra lui enlever sa télé ou son journal, par exemple voilà, on se permet plus de choses, les adultes, envers les enfants que l'inverse. Donc il a fallu qu'il y ait des droits. Il y a eu une période où les enfants pouvaient travailler dès l'âge de 12 ans, si ce n'est même encore moins, où ils pouvaient travailler même la nuit, etc. Donc au fur et à mesure de l'histoire, il y a eu de plus en plus de droits jusqu'à cette Convention internationale des droits de l'enfant. Mais l'idée, c'est qu'ils aient au moins les mêmes droits que les adultes, oui, bien sûr. Est-ce que ces droits sont là surtout pour nous protéger ou aussi pour nous permettre de participer et donner notre avis ? Du coup, les deux, parce que il y a le droit à l'accès à la santé. Par exemple, dans la Convention internationale, il est dit que tout enfant a le droit d'être en bonne santé, donc d'avoir accès à tous les soins classiques, on va dire. Quand je parle d'enfants, qu'on soit d'accord, c'est de 0 à 17 ans. Donc ça, enfants, ados, jeunes, etc., jusqu'à 17 ans. Et il y a aussi, ce dont je parlais tout à l'heure, du coup, le droit à l'expression, la participation. Donc il y en a des vraiment protecteurs, on va dire, sur
les besoins primaires, et puis ensuite des droits qui vont permettre l'expression et d'autres choses. Depuis quand les enfants ont-ils des droits reconnus officiellement ? Le texte dont je vous parle depuis le début, ça date de 1989. C'est le premier texte qui est ce qu'on appelle ça juridiquement contraignant, c'est-à-dire que les États sont obligés de respecter ce texte-là, sinon ils s'exposent à des problèmes en justice. Et au fur et à mesure de l'histoire, il y a eu d'autres textes, mais qui étaient moins contraignants, c'est-à-dire qu'on faisait des textes, mais c'était entre guillemets pas très grave si on ne les respectait pas. Par exemple, il y a eu la Convention de Genève en 1924 qui parle un peu des droits de l'enfant. Voilà, tout au long de l'histoire, on a eu plusieurs textes, mais le plus gros et celui à retenir, si on doit en retenir qu'un, c'est celui de 1989. Pourquoi 17 ans en France, on est mineur jusqu'à 18 ans ? Oui, je me suis peut-être mal exprimé, mais du coup, à partir de 18 ans, effectivement, on n'est plus considéré comme mineur. Donc jusqu'à 17 ans et 364 jours, vous rentrez dans le cadre de cette Convention internationale des droits de l'enfant. Est-ce qu'avant la Convention internationale des droits de l'enfant, les enfants étaient moins protégés ? Je pense que oui, parce que sinon on n'aurait pas eu besoin de faire ce texte-là, comme je disais, qui est vraiment contraignant pour les États. C'est-à-dire que quand les États se sont réunis en 1989 et qu'ils ont signé puis ratifié ce texte-là, ils se sont engagés à mettre en place dans chaque pays, dans leurs lois locales, nationales, à mettre en place des lois, des choses pour respecter cette convention-là. Et c'était quelque chose qui n'était pas obligatoire avant. Concrètement, que se passe-t-il si les droits d'un enfant ne sont pas respectés ? Eh bien là, ça va dépendre du pays dans lequel on est. Parce que bien que cette convention soit internationale, il y a des pays qui sont plus ou moins en avance sur cette question-là et d'autres qui sont plus ou moins en retard. En France, pour qu'on sache que les droits ne soient pas respectés, il faut déjà les connaître. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a pas mal d'enfants qui ne savent pas qu'il existe une Convention internationale des droits de l'enfant. Donc c'est dur de savoir que ses propres droits ne sont pas respectés. Mais une fois qu'on le sait, après on peut aller voir diverses personnes, diverses instances pour rectifier la situation. Il y a le défenseur des droits qui s'occupe de recueillir la parole des enfants sur leurs droits. On peut aller voir des associations. On peut en parler d'abord à son entourage. Il y a plein de choses à faire si on sent que ces droits ne sont pas respectés. Est-ce qu'un enfant peut se défendre tout seul ou il doit passer par un adulte ? Il peut se défendre tout seul parce que des fois les problèmes viennent des adultes directement, donc ce serait un peu dommage que l'enfant ne puisse pas se défendre tout seul. Il y a des permanences associatives, ou par exemple le défenseur des enfants, où on peut aller les voir, les solliciter, alors qu'on n'a pas 18 ans et qu'on n'est pas accompagné par un adulte. Donc oui, c'est quelque chose qu'il est possible de faire. Et même en France, est-ce qu'il y a encore des situations où les droits des enfants ne sont pas totalement respectés ? Oui, même en France, il y a des endroits où les droits de l'enfant ne sont pas respectés. Plusieurs exemples qui me viennent en tête. Par exemple, un enfant qui est en situation de handicap, il va avoir du mal à accéder à son droit à l'éducation, par exemple, ou son droit au loisir. Il y a peut-être des centres de loisirs ou des colonies de vacances qui vont refuser cet enfant-là parce que ça va être trop compliqué à gérer pour l'équipe, par exemple, ou qui va avoir du mal à trouver un établissement scolaire parce que l'établissement scolaire considère qu'on ne peut rien faire pour cet enfant-là. Donc là, c'est à propos du handicap, mais ça peut être pour diverses raisons. Sur ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés, donc c'est des mineurs qui arrivent de territoires qui ne sont pas français. Qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes-là ? Et souvent, en fait, ils ont les mêmes droits que tout le monde, mais ils ne sont pas respectés à la même échelle, voire pas du tout respectés. Donc ça arrive, oui, même en France, et c'est pour ça qu'il y a des associations qui sont mobilisées pour contrer tout ça. Est-ce que les enfants eux-mêmes peuvent participer à faire évoluer leurs droits ? Oui, ils le peuvent. Je parlais du défenseur des droits tout à l'heure. Le défenseur des droits, chaque année, il fait une consultation envers les enfants où il pose des questions sur une thématique et avec les réponses, il fait ce qu'on appelle un rapport annuel et c'est ce rapport annuel qui va déposer directement au président de la République et aux ministres qui sont en place pour dire voilà, cette année, le sujet c'était tel sujet, j'ai interrogé tant d'enfants qui m'ont répondu ça et du coup, je recommande ça.
C'est à ça que sert aussi le défenseur des droits, donc ça peut faire bouger les choses. Et puis après, il y a pas mal de communes, de municipalités qui mettent en place des conseils municipaux de jeunes aussi. Donc je ne sais pas ici, là où vous êtes, s'il y en a, mais c'est un moyen aussi de s'investir dans la vie démocratique de sa commune et puis d'essayer d'avoir des droits aussi à l'échelle locale. À la Maison des droits des enfants, concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Alors, on forme les professionnels qui travaillent avec les enfants sur les droits de l'enfant, parce que même les personnes qui travaillent avec les enfants ne sont pas tous au courant qu'il existe des droits de l'enfant spécifiques. Donc on forme ces personnes-là pour ensuite, quand ils retournent avec les enfants, qu'ils soient plus à même de respecter tous ces droits-là. Et prochainement, on va ouvrir un point d'accueil où les enfants, les ados qui auront des difficultés dans la vie quelconque pourront venir dans cette maison-là parler de leurs problèmes avec du personnel qui sera formé pour les aider dans les difficultés de leur vie quotidienne. Merci de vos réponses. Merci à vous. On se demande bien quelles sont les différences entre les droits de l'homme et les droits de l'enfant. Thomas et Forrest ont fait des recherches et répondent tout de suite à cette question. Bonjour, je suis Thomas. Bonjour, je suis Forrest. Aujourd'hui, nous allons vous parler des différences entre les droits de l'homme et les droits des enfants. Alors Thomas, qu'est-ce que les droits de l'homme et les droits des enfants ? Les droits de l'homme ont été rédigés le 26 août 1789. Ils contiennent 17 articles qui protègent chaque personne. Tu as des exemples ? Oui, par exemple, le droit à la vie, à la liberté et l'interdiction de subir des violences. Les droits des enfants, eux, ont été adoptés le 20 novembre 1989 et contiennent 54 articles. Qu'est-ce qu'ils ont de plus ? Ils vont plus loin pour protéger les mineurs et leur permettre de s'exprimer, d'être écoutés et respectés dans un monde d'adultes. Mais est-ce qu'il y a des articles communs entre les deux textes ? Oui, par exemple, l'article 1er. Il dit que toutes les personnes naissent et demeurent égales, peu importe leur race, leur religion ou leur nationalité. Cela montre que le respect de chaque individu est la base de tous les droits. Mais qu'est-ce que la loi interdit exactement ? Il est strictement interdit de porter des violences contre une personne, que ce soit un adulte ou un enfant. Quel type de violence ? Cela inclut les violences physiques, les insultes, les humiliations ou toute atteinte à la dignité. Forrest, quel droit ces textes garantissent-ils pour tous ? Chaque humain a le droit à la vie et à sa liberté. Pour les enfants, cela signifie aussi qu'ils ont le droit d'exprimer leur opinion, de participer à la vie dans leur famille, à l'école ou dans la collectivité. Pourquoi c'est important que les enfants connaissent leurs droits ? Parce que connaître ses droits permet à chaque enfant de se protéger, de comprendre qu'il peut être entendu et respecté, et d'apprendre à respecter les autres. Cela aide aussi les enfants à prendre leur place en tant que citoyens, même jeunes. Voilà pourquoi il est essentiel de connaître et de respecter les droits des enfants. Merci de nous avoir écoutés. Nous remercions Thomas et Forrest pour cette réponse. Maintenant, nous allons écouter l'interview de Madame Karine Soumirou, CPE du Collège de Lup sur les droits de l'enfant au collège. Vous écoutez Radio B. Qu'est-ce que les droits des enfants pour vous ? Les droits des enfants, c'est tout ce que justement la jeunesse, les enfants, vous avez le droit de faire. Normalement, ils sont tous cités. Il y a une charte des droits de l'enfant, par exemple. Quels sont les droits des élèves au collège ? Au collège, les élèves, ils ont un certain nombre de droits. Ils sont listés dans le règlement intérieur normalement. Ils ont le droit, par exemple, de venir au collège sans se faire harceler, puisque c'est une loi. Ils ont le droit d'avoir des enseignements, d'assister à des enseignements, il y a plein de droits différents. Je sais qu'on les a tous listés, donc m'en souvenir comme ça de but en blanc, c'est un peu compliqué. Mais est-ce que tous ces droits sont respectés au collège ? Eh bien justement, on essaye de faire en sorte qu'ils soient respectés, même si parfois le comportement des uns et des autres font que ces droits, des fois, ne sont pas respectés. Un élève, par exemple, insulte ou harcèle un autre, donc automatiquement, le droit de l'autre n'est pas respecté. Quelles actions sont mises en place pour respecter ces droits ? Beaucoup d'actions de prévention. Faire connaître le règlement intérieur à tout le monde, par exemple, en début d'année. Faire connaître aussi ce qu'on a le droit de faire, mais aussi quels sont nos devoirs, enfin vos devoirs en tant qu'élève, dans le collège. Et puis, actions de prévention. Et puis, s'il faut en arriver, punir, faire des rappels à la loi. Comment accueillez-vous les élèves en situation de handicap ?
Alors, on peut avoir plusieurs élèves qui ont une situation de handicap. Alors après, du handicap, on peut en avoir à différents niveaux, puisqu'on peut avoir le handicap mental et du handicap physique. Comment faites-vous pour que les élèves soient tous traités de façon égalitaire ? Ça revient un petit peu à ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que faire connaître à tout le monde ses droits et ses devoirs, faire en sorte que les droits soient bien respectés, et que s'il se passe quoi que ce soit ou qu'un droit ne soit pas respecté, qu'on puisse comprendre pourquoi et faire en sorte que ça soit respecté derrière. Et donc que ça soit la même règle, ça s'applique à tout le monde. Comment faites-vous pour que les élèves puissent s'exprimer et être entendus ? Il y a plusieurs façons. Les élèves qui ont envie, par exemple, de nous faire remonter quelque chose, ils peuvent aller en vie scolaire. On a des papiers qui s'appellent des témoignages élèves, par exemple, où ils peuvent remplir un témoignage. Après, nous, en général, les CPE, on les lit, on convoque les élèves, l'élève auteur du témoignage et les élèves cités dans le témoignage. En général, ça nous permet de régler tous les problèmes. Après, les élèves peuvent aussi s'exprimer par le biais du CVC en collège, puisque c'est le seul moyen de réunion comme droit, justement, que les élèves ont au collège. Ils peuvent aussi, par leur délégué de classe aussi, s'exprimer en conseil de classe, notamment. Qu'est-ce que c'est le CVC exactement ? Donc le CVC, c'est le Conseil de la vie collégienne. C'est une instance avec des élèves et des adultes, donc normalement de façon paritaire. Donc nous, on a 16 élèves élus, donc ils sont 4 par niveau. Plus en face, on a des adultes. Alors des fois, ça va, ça vient. On va dire, à chaque réunion, on est à minima 4 adultes. Les 2 CPE, il y a normalement la direction, le secrétaire général, il peut y avoir des enseignants, il peut y avoir des parents d'élèves, il peut y avoir l'infirmière, en fonction du sujet, de ce dont on est en train de parler. Et donc le CVC, il a pour but d'améliorer la vie des élèves au collège, donc soit par des actions festives, pour améliorer le climat scolaire. Donc par exemple cette année, on a fait la journée de l'élégance, les pulls de Noël. Donc ça, c'est le côté un peu animation festive. Là, on est en train de monter un projet de solidarité avec une école en Tanzanie. Donc ça, vous allez avoir par exemple des informations bientôt. Et c'est aussi le lieu où les élèves nous font remonter des petits soucis qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie de tous les jours. Par exemple, quand il y a eu des problèmes dans les WC des 4e, 3e avec les claustras, qui sont les séparations entre les toilettes. Donc c'est une demande de leur part. Donc là, les travaux vont être faits et donc il va y avoir ce qu'il faut. Ou le fait qu'il n'y ait pas assez de bancs dans la cour, des petites choses comme ça. Y a-t-il une politique de protection des données des élèves au sein du collège ? Alors oui, de toute façon, c'est obligatoire. Il y a une règle qui est la RGPD qui nous oblige à protéger les données. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec les données qu'on a pu récupérer des parents ou des élèves. Et puis, donc de toute façon, on ne doit rentrer les données que dans les logiciels qui rentrent dans le cadre de la RGPD. Comment intervenez-vous si un élève se sent discriminé ou en danger ? Dans ce cas-là, en général, il est venu nous voir, donc on sait ce qui se passe. Et puis après, ça dépend vraiment du cadre, en fait, de ce qui se passe exactement, qui, quoi, où, comment. S'il faut faire une sanction, il y aura une sanction. S'il faut aller en conseil de discipline, on ira en conseil de discipline. C'est assez vaste comme réponse à apporter. Quels outils ou dispositifs aident les élèves à comprendre leurs droits ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a le règlement intérieur qui est là aussi pour expliquer quels étaient les droits des élèves au niveau du collège. Donc en début d'année, on demande aux professeurs principaux de faire une lecture de ce règlement intérieur avec toutes les classes pour justement que tout le monde connaisse ce qu'il a à faire, ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il doit faire. Avez-vous des exemples où des élèves ont proposé une idée qui a changé quelque chose dans le collège ? Justement, les bancs. Ça a été une demande des élèves quand je suis arrivée au collège avec le CVC, c'était de nous dire qu'ils n'avaient pas de lieu ou très peu de choses pour s'asseoir dans la cour. Donc il y avait je crois qu'il devait y avoir 4 ou 5 bancs
des gros bancs fixes. Et donc c'est là d'où est venue l'idée après de faire acheter par le collège des bancs mobiles que les élèves pouvaient déplacer à leur convenance dans la cour, qu'on rentre tous les soirs, etc. Donc pour avoir plus de possibilités pour s'asseoir. Comment formez-vous les enseignants et le personnel pour respecter les droits des élèves ? Alors c'est pas moi qui les forme, tous les personnels en fait, on a aussi nous nos obligations statutaires avec des lois et on a obligé de toute façon de connaître le règlement intérieur et à un moment de l'expliciter aussi à nos élèves. Selon vous, quels sont les défis pour faire respecter les droits des enfants dans un collège aujourd'hui ? Des défis, il y en a beaucoup. Je pense que il faut qu'on ait tous un petit peu les mêmes valeurs. Des fois, celle peut changer un petit peu selon comment on a grandi avec nos expériences, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une culture commune, répéter à chaque fois quels sont les droits. Je pense que ça c'est important et que tout le monde les intègre. Écoutons maintenant Théo et Lorenzo qui vont nous parler de la liberté de penser. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Bonjour, je m'appelle Lorenzo et aujourd'hui on va parler de la liberté de penser, surtout pour les enfants. Théo, sais-tu quand ce droit a été reconnu pour tous et par qui ? La liberté de penser a été défendue par Voltaire en 1763, mais c'est aussi un droit fondamental pour tous. Il est reconnu pour les enfants dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Exact. Tous les enfants ont le droit de penser librement et d'avoir leurs propres idées. Mais il y a deux façons de l'exercer. La liberté interne, c'est garder ses idées pour soi, et la liberté externe, c'est pouvoir dire ce que l'on pense. Et comment on sait si c'est important pour les enfants ? Benjamin Franklin disait déjà « Sans liberté de penser, il ne peut y avoir de sagesse ni de liberté publique sans liberté d'expression ». Pour les enfants, ça veut dire qu'ils ont le droit d'exprimer leurs opinions, par exemple à l'école ou au conseil municipal d'enfants. Quelles sont les limites de ce droit pour les enfants ? La seule limite, c'est qu'on ne doit pas faire de mal aux autres avec ses idées ou ses paroles. Est-ce que tous les enfants dans le monde peuvent profiter de ce droit ? Malheureusement non. Dans certains pays, les enfants ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent ou choisir leurs convictions. C'est pour ça que les droits des enfants, comme celui de la liberté de penser, doivent être défendus partout. Peux-tu donner un exemple concret pour un enfant ? Par exemple, le droit de choisir sa religion ou ses convictions, de participer à des débats à l'école ou de dire ce qu'il pense au conseil des élèves. Merci de nous avoir écoutés. Merci Théo et Lorenzo pour cette chronique. Charline et Colline ont pris leur micro pour interroger les adultes et les jeunes du collège sur le thème des violences faites aux enfants. Leurs réponses vont peut-être vous surprendre. Toi, c'est quoi la maltraitance sur les enfants ? C'est quand, par exemple, des parents ou des amis à l'école les tapent ou les harcèlent. Les viols sexuels, enfin les violences sexuelles. Genre quand on les frappe. Attouchement, se faire battre, exploiter, voilà. C'est quand, par exemple, les parents ils les tapent, qu'ils travaillent alors qu'ils sont encore enfants. Ne pas avoir un langage adapté, avoir des gestes déplacés. C'est de les taper les enfants. Un peu. Pour moi, c'est une force violente. Enfin, c'est quelque chose de pas bien. C'est quand les enfants ils sont frappés. Eh bien, c'est quand on traite pas correctement un enfant. La loi anti-fessée du 10 juillet 2019 interdit les violences éducatives ordinaires dans les familles. Est-ce que tu connais cette loi ? Selon toi, qu'est-ce que ça veut dire ? Je connais pas cette loi et je vois pas trop ce que ça pourrait dire. Je connais pas. Oui, je connais la loi et ça veut dire qu'il ne faut pas mettre de claques au niveau des enfants, au niveau du visage, partout en fait. Non, ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit d'exploiter les enfants. Alors oui, j'ai entendu parler de cette loi. Après, nous, on fait partie d'une génération où on a eu aussi des fessées et autres. Et ça appartient à chacun. Mais il y a d'autres manières éducatives que la violence physique. Non, je ne connais pas cette loi et je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, je ne connais pas et pour moi, c'est quelque chose qui est une loi qui oblige à ne pas devoir maltraiter les enfants. C'est pour interdire les parents de frapper leurs enfants dans les quartiers. Moi, je trouve que c'est bien parce qu'on peut éduquer sans violence. On peut éduquer les enfants, mais sans forcément avoir de la violence avec eux. Ça, c'est bien. C'est une bonne loi. La loi anti-fessée ?
C'est qu'on n'a pas le droit de mettre de fessée, peut-être tout simplement. Je pense que c'est ça, mais ça doit aller plus loin, j'imagine. Je ne pourrais pas sortir le numéro de cette loi. Évidemment, c'est quelque chose qui ne doit pas exister, donc j'imagine que c'est dans la loi. La protection des enfants est-elle la même dans tous les pays selon toi ? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Non, il y a certains pays, ils sont moins là-dessus. Non, vu que l'éducation n'est pas ancrée pour tout le monde de la même manière, du coup, forcément, on n'a pas les mêmes façons de voir les choses et d'élever les enfants de la même manière. Non, je pense pas. Je pense que dans des pays africains et tout, c'est pas la même. Non, il y en a et je pense qu'ils sont plus violents que les autres. Et d'autres où ça va plus choquer les gens qu'on frappe les autres, enfin les enfants. Je pense que là, non, la protection des enfants, elle n'est pas pareille dans chaque pays. Nous, je trouve qu'on est un pays privilégié pour ça. D'un pays à un autre, les lois sont différentes et donc du coup, non, c'est pas d'un pays à un autre. Et en France, on est plutôt bien protégé, je pense, par rapport à d'autres pays. Merci Charline pour ce micro-trottoir. Ce fut un plaisir de le réaliser avec toi. On écoute à présent Mathéo et Jules